clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le poète que vous êtes a choisi de faire rimer chanteur avec bonheur, même si vous luttez contre le malheur, pas seulement envers et parfois contre tous. Bonjour Francis Lalanne. Bonjour. Alors 40 ans de carrière avec un album, 40 ans de carrière de succès et de bonheur. Oui. Notre bonheur, c'est de vous accueillir aujourd'hui pour parler de cet album et en même temps de votre carrière de chanteur, parce que vous avez plusieurs carrières en même temps. Oui. On va se limiter à la chanson à travers des dates. Absolument. Première date, 18 novembre 1979. Ça s'appelle Les Rendez-vous du Dimanche et je crois que c'est votre première télé où vous chantez ceci, Francis Lalanne. Ce serait la maison du bonheur, même à Fort-Loyer. Alors, Michel Drucker reçoit des jeunes artistes et vous êtes l'un de ceux-là. En fait, non, il reçoit des chanteurs des années 60. Oui. Pour parler des années 60 et parmi tous ces chanteurs, un jeune artiste dont on parle beaucoup à l'époque, qui s'appelle Francis Lalanne. Et j'ai une excellente presse, on dit que je suis le nouveau Jacques Brel, enfin c'est dithyrambique. Et il demande à tous les chanteurs qui sont là, qui sont des anciens, de parler du métier, etc. Et à un moment donné, il se retourne vers Guy Mardel, vous savez, N'avoue jamais. Qui vit en Israël aujourd'hui, qui est rabbin. Oui, qu'on salue, et un grand artiste. Et il lui dit, alors, vous avez un jeune devant vous, qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Et Guy Mardel me dit, vous savez, jeune homme, il me dit, le plus dur dans ce métier, c'est pas de réussir, c'est pas de se faire connaître, c'est de durer. Et moi, je suis, au fond de moi, scandalisé par cette phrase, parce que moi, je suis un jeune homme dans le carpe diem. Pour moi, la vie, c'est au jour le jour. Je me fiche complètement de ce que sera l'avenir, le lendemain, etc. Et je pense, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut parler comme ça ? Enfin, quand on est artiste, eh bien, 40 ans après, je comprends parfaitement ce qu'il a voulu me dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce disque a failli disparaître, écrasé par les pieds de Jean-Louis Foulquier à France Inter. Il y avait toutes les chansons ont été rayées, sauf 3 dans celle-là. Oui, parce que je mets le disque sous sa porte, parce qu'à l'époque, la maison de disque n'était pas tout à fait décidée à le sortir, et je cherchais un coup de pouce. Donc lui, il est rentré dans son studio, il n'avait pas vu qu'il y avait un disque, il a glissé dessus, il s'est ouvert le front d'ailleurs, et donc après il a essayé d'entendre les chansons qui étaient sur ce disque-là, et il y en avait beaucoup qui étaient rayées, et celles qui n'étaient pas rayées, il les a passées sur les ondes. Il a reçu un courrier, mais absolument incroyable, comme il n'en a jamais reçu de sa vie, demandant où on pouvait trouver le disque. Il connaissait pas mon nom. François Lalanne. François, oui. Il lit François Lalanne, il appelle, il fait un appel à la radio, il dit François, écoute, où que tu sois, viens, parce que tout le monde veut savoir où on peut se procurer ton disque. Je suis venu, ça a été un coup de foudre avec Jean-Louis, et il m'a pris sous son aile, et vraiment, et c'est lui qui m'a fait rentrer dans la carrière, on va dire. Voilà. Alors, il y a eu des concerts. Le premier, c'était à Toulouse, je crois, au Théâtre du Thor à Toulouse. Oui. C'était des souvenirs merveilleux. Les premières fois de ma vie où j'ai entendu un public chanter mes chansons, des souvenirs absolument inoubliables, quoi. Et ce théâtre, d'ailleurs, il faut savoir que le Grenier de Toulouse, école de théâtre très connue, a débuté dans ce lieu en 1945 grâce à Louis Jouvet qui était intervenu. Oui. Et c'est un lieu magique, et après, j'ai fait le Palais des Sports, après j'ai fait la Halle au Grain, j'ai fait toutes les salles de Toulouse, le Théâtre du Capitole, etc. Mais le Théâtre du Thor a raison, je dirais, restera pour moi mon plus grand souvenir à Toulouse. Oui. Et pour commencer à chanter, c'était le lycée, les MJC, les environs de Marseille, Francis Lalanne. Oui, Marseille, ma ville. Je suis un Marseillais, c'est vrai. Et l'une de vos premières chansons, c'était justement « Rentre chez toi ». Qu'est-ce que tu crois que je suis dans la vie ? Je suis rien qu'un mec comme toi et moi, aussi lâche que n'importe qui. Et vous n'êtes pas rentré chez vous ? Non, c'était une chanson d'un chanteur qui s'adresse à une personne qui le suit partout, et qui lui explique en fait que la vie est dans la vie, et pas uniquement dans ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et la chanson, ça a commencé en trio avec vos 2 frères, Francis Lalanne. Oui, on avait un groupe qui s'appelait Bibi Folk. Puis après, j'ai fait mon propre groupe de rock qui s'appelait les Fouchtras. Et la première... Non marseillais, bien évidemment. Voilà. Et la première chanson que je chante sur scène, avec un micro à la main, c'est une chanson avec mon groupe Les Fouchtras. C'est la première photo de moi, chanteur, avec un micro à la main. Je chante une chanson de Marie Laforêt.
regrettée Marie Laforêt, et qui s'appelait Viens, viens, c'est une prière. Viens sur la mienne, exactement, viens sur la montagne. Il y en a eu d'autres. Non, pas viens sur la montagne. Viens, c'est une prière, la prière. Viens, c'est une prière, viens. Oui, tout à fait, belle chanson. Pas pour moi, mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi. Non, magnifique. Magnifique. Et ce qui a été magnifique, c'est ce qui s'est passé aussi le 18 mai 1985. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Francis Lalanne. Sud Radio, les clés de Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Francis Lalanne. Un album, 40 ans de carrière, 40 ans de succès, 40 ans de bonheur et des dates. 18 mai 1985, vous avez un concert avec une star mondiale en première partie. Le pape. Oui, en fait, c'était à Namur, et c'était un moment merveilleux. C'est ma première rencontre avec le Saint-Père, qui était donc à l'époque Jean-Paul II. Et donc, c'était les rassemblements chrétiens de la jeunesse chrétienne. On me demande, moi, de faire un spectacle, mais on m'explique que je dois chanter après le discours du pape. Oui. Et donc... il y a des cardinaux qui sont là et on plaisante, et je dis, même si on m'avait dit un jour que le pape ferait ma première partie, et on plaisante là-dessus. Il y avait d'ailleurs le Helsinger qui était là, qui était à l'époque le futur Benoît XVI. Oui, qui était surtout le secrétaire un peu de Jean-Paul II à l'époque. Et il était beaucoup plus marrant d'ailleurs à cette époque-là que lorsqu'il est devenu lui-même le pape. Et alors donc, j'attends que le Saint-Père ait fini de son discours et il descend. Et moi, bien sûr, je suis très chrétien, hein, donc je lui demande. J'avais fabriqué une petite croix en bois que je lui offre comme ça, et je lui demande sa bénédiction. Donc je m'agenouille, il me bénit, et il me dit: oh, quel problème, dommage, je ne peux pas rester vous voir chanter, mais il faut chanter pour moi. Je dis mais avec plaisir, Saint-Père. Donc, dès que je passerai en Italie, si vous voulez. Oui, passez, venez. Et quand vous êtes là en Italie, vous venez chanter pour moi et tout. Et chose promise, chose due. Un jour, je passe à Rome. J'appelle donc le secrétariat et on me dit: le Saint-Père vous attend demain matin pour sa messe dans ses appartements à 6h du matin. Et je vais, donc je me rends à cette invitation. Il y avait 12 moines qui étaient là, le Saint-Père qui priait et moi qui chantais, et qui a chanté la messe pour lui et lui qui priait. Et c'est un des moments, bon, je ne sais pas si les gens croient ou pas à la force, à la puissance de la prière, mais c'est un des moments de prière les plus intenses que j'ai jamais ressentis de toute ma vie. Oui, et vous avez eu de la chance de le voir parce qu'il était souvent en voyage. Jean-Paul II a voyagé plus que tous les autres papes réunis. Il a été dans 129 pays, sans compter les voyages secrets dont il parlait à personne, ouais, parce qu'il avait besoin de respirer. Moi, je l'ai rencontré à 3 reprises. Oui. Donc la première fois, c'était l'histoire de Namur. Ensuite, il y a eu ce moment extraordinaire où j'ai prié avec lui. Et puis on y restait longtemps à parler. Après, c'était un homme merveilleux. Il avait plein d'histoires à raconter. C'était un acteur. Il avait des histoires d'acteurs. Il adorait les artistes. Et puis la troisième fois, c'était un peu avant sa mort. Avec Jean Delannoy, on a projeté le Marie de Nazareth dans lequel je joue, Saint-Joseph. Et il a, pour lui, dans ses appartements aussi à Rome, il m'a pris dans ses bras à l'époque. Il s'est mis à pleurer dans mes bras. J'ai eu le Saint-Père qui a pleuré dans mes bras. Il m'a dit: votre interprétation était magnifique, apostolique, évangélique. Voilà. Et Jean Delannoy, c'était son dernier film. Il est mort centenaire. Oui. Et on a oublié quand même que c'est le premier Français lauréat à Cannes en 1946, oui, avec la symphonie pastorale. Oui, il a eu 2 fois le prix à Cannes. Oui. Et d'ailleurs, le pape, vous avez joué une de ses pièces, Francis Lalanne. Oui, ça c'est La boutique de l'Orfèvre. Et alors je l'ai fait parce que le dernier mot que m'a dit le Saint-Père, parce que je l'ai plus revu après, avant de partir, je lui ai donné mon livre que j'avais écrit, le journal de Joseph, où j'avais écrit pendant le tournage du film. Et donc il prend le livre comme ça et il me dit: je vais le lire. Et alors autour de lui à l'époque, il était un petit peu faible, il y avait des gens très bizarres et on essaie de lui prendre le livre et il le garde et il force pour garder le livre et il me dit: je vais le lire. Et un jour, un réalisateur vient avec la boutique de l'Orfèvre me proposer le rôle d'Adam et moi j'ai pensé à cette phrase du Saint-Père: je vais le lire, et je lui ai répondu: très bien, je vais le dire. Et donc j'ai accepté de dire ce texte et de tourner dans ce film. À propos d'église, vous avez joué dans vos jeunes années aux faux aveugles devant les églises, Francis. Oui, je ne suis pas très fier de ça. Je suis pas très fier de ça, mais je veux bien m'en confesser, mon père, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'en désespoir de cause, ça marchait pas très fort quand je chantais. Je ramenais pas beaucoup d'argent. Mais alors j'essayais le muet, mais les gens ne croient pas aux sourds-muets. Mais ils croient aux aveugles, par contre. Et donc je veux pas nuire au business des vrais aveugles, mais j'ai fait le faux aveugle et ça marchait très bien. Et avec ça, j'ai pu vivre un petit peu à un moment où c'était difficile quand j'étais étudiant. Ça s'est arrangé après avec différentes chansons, dont celle-ci, qui est dans cet album 40 ans de carrière, Le Grand-Père et la Révolution. À force de rester dans mon coin,
tout seul, sans parents, sans copains, sans pouvoir blottir mon chagrin contre plus chaud qu'un mur de pierre. Oui, car il faut savoir qu'il y a le chanteur et le poète, il y a 2 CD, et vous différenciez totalement les 2 activités, Francis Lalanne. Oui, parce que dans la poésie, on se situe en dehors des systèmes, j'allais dire, catégoriels. C'est-à-dire que la poésie, c'est un domaine où on n'est pas prisonnier du genre. C'est-à-dire qu'on peut s'évader du genre qu'on choisit d'utiliser. La chanson, malgré tout, elle libère par la mélodie, mais elle vous inscrit dans un cadre. La poésie, c'est plus vaste et j'ai beaucoup pratiqué ce qu'on appelait le slam. J'étais un des pionniers du slam en France. Et en tout cas, c'est moi qui fais connaître le slam au grand public en faisant du slam publiquement dans les télévisions, etc. Et j'ai beaucoup d'enregistrements comme ça où je suis en freestyle, on appelle ça, où j'improvise sur scène et des textes qui finalement, après, ils sont enregistrés. Je les apprends par cœur après les avoir improvisés. Et il y a beaucoup de raretés comme ça qui sont proposées au public dans ce 2e CD, et notamment des chants a cappella où je raconte des histoires comme dans Grand-père et la Révolution, une histoire qui concerne mon grand-père que je voyais souvent engueuler le bon Dieu en lui demandant quand est-ce que ça serait la révolution, et en lui promettant dans la chanson que cette révolution-là, celle qu'il attendait, je la ferai moi pour mes enfants. Alors, vous avez aussi révolutionné la scène, parce que moi, je me souviens d'un concert au Palais des Congrès, je crois, où la première partie, la chanson faisait 1h20. Oui, ça m'arrivait. Il m'arrivait de monter sur scène et de commencer une chanson et de partir en impro, et ça pouvait durer 1 heure, 1 heure et demie. Alors, le public adorait en plus. Ah oui, c'était un jeu, savoir où est-ce que Francis nous emmène aujourd'hui. Alors, je me suis un peu renseigné, vous avez été battu, car la chanson la plus longue du monde, Francis Lalanne, les Flaming Lips, un groupe de rock alternatif, a fait une chanson qui dure 6 heures. Le titre, c'est Found a Star on the Ground. Oui, non, là, je me rappelle avoir fait un jour un spectacle de 4h30 avec 3 chansons, mais 6 heures avec une, non. Je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait, mais ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Et le public est resté, parce que le public, c'est votre copain, comme cette chanson, Toi, mon vieux copain. C'était au lycée, les 3/4 de la journée, on se faisait vider. Seul dans les couloirs, on avait l'air d'être les fantômes du manoir. Très belle chanson aussi, qui est aussi un peu autobiographique, Francis Lalanne. Oui, bien sûr, c'est une adresse à mon copain de l'école, quand j'étais à l'école de Provence à Marseille. Et dans le disque, là, il y a 2 versions de cette chanson. Une première qui est la version studio, et puis la deuxième qui est la version avec le public, où tout le public chante cette chanson. Et c'est vraiment, pour moi, c'est des souvenirs exceptionnels. Et je suis tellement heureux que tout le monde puisse les partager avec moi grâce justement à la publication de ce double coffret anniversaire où il y a des choses rares que ceux qui ne me connaissent pas vont pouvoir découvrir aussi en même temps que ceux qui me connaissent et qui attendaient depuis longtemps qu'on pu les trouver sur un CD. Oui, car vous êtes fait un public très très vite, Francis Lalanne, qui est resté très fidèle. Oui. Public à part. Oui, et c'est ce qui m'a donné cette liberté. De pouvoir dire ce que je veux dire, faire ce que je veux faire, changer de domaine d'expression, vivre toutes ces expériences en ayant toujours mon public, parce que c'est lui en fait qui m'a donné la vie, qui m'a donné l'envie et qui la possibilité d'être l'artiste que je suis aujourd'hui. Alors au départ, vous faites connaître par vos chansons, mais aussi par des tenues, vos cheveux longs, vos cuissardes. On dit que vous êtes un troubadour, que vous êtes d'un autre temps. Oui, à l'époque, quand je démarre, c'est surtout, je suis habillé en indien. Je suis passionné par les Indiens, l'indianisme. J'ai rencontré Marlon Brando à l'époque où lui-même l'était. Il m'a transmis le virus. Enfin bref, celui-là seulement. Et voilà. Et alors, vous achetez vos vêtements dans des friperies et vous achetez un vêtement et vous laissez l'autre en échange. Oui, parce que j'ai pas de lieu. Je n'habite nulle part. Donc je peux pas stocker. Donc régulièrement, j'achète de quoi me vêtir une semaine et puis après une autre semaine et puis je laisse les vêtements comme un lézard laisse ses peaux de lézard quand il mue. Moi, je laisse mes vêtements derrière moi et j'en prends de nouveaux, j'en prends d'autres. Francis Huster faisait un peu comme vous à ses débuts. Il avait un pyjama et au-dessus un costume. Dès que le costume était usé, il le jetait, il allait en acheter un autre et il vivait dans les loges des théâtres aussi. Moi, je ne jette pas, je donne. C'est-à-dire, vous voyez, je donne soit dans une
je le laisse dans une friperie, soit je donne à quelqu'un, soit je... Mais autant ne pas s'encombrer, autant recycler ou autant ne pas s'encombrer de choses, finalement, superfétatoires. Et puis il y a une chanson qui est aussi sur cet album, qui montre votre côté hippie dans l'âme, à votre façon, fais-moi l'amour, pas la guerre. Fais-moi l'amour, fais-moi l'amour, fais-moi l'amour, pas la guerre. Ça, c'est aussi important pour vous, Francis Lalanne. Oui, je pense qu'un artiste, son rôle dans la société, c'est d'émouvoir, de distraire, au sens de divertir, même au sens pascalien du terme, et d'alerter. Donc l'alerte, l'engagement, ça a toujours été pour moi un point très important dans mon écriture. J'écris par exemple en 1983, j'écris le vent qui souffle sur la France souffle, dit-on, en liberté, mais prends bien garde aux apparences, car un jour le vent peut tourner. J'écris ça, mais j'écris aussi La Maison du Bonheur, j'écris aussi On se retrouvera. Pour moi, émouvoir c'est important, distraire c'est important, divertir c'est important, et puis aussi s'engager par la chanson c'est important. Mais tout ça. Oui, et en même temps, en voyageant beaucoup, parce que quand vous disparaissez, c'est pour aller travailler ailleurs. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous êtes un travailleur infatigable. Infatigable, je travaille 365 jours par an. Et dans le monde entier. Alors c'est vrai que là, je me suis un petit peu absenté des routes de France parce que je travaille plus à l'étranger, mais je reviens là maintenant. Là, je suis pour 120 dates en Belgique. Avec un spectacle où vous chantez des chansons françaises. Oui, des chansons de moi, mais aussi de mes confrères, ouais. Que j'estime, que j'admire tant. Léo Ferré, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Serge Lama, enfin bref, et Charles Trenet. Le grand Charles Trenet que vous avez si bien connu. Oui. Et voilà. Et donc, oui, c'est... Ça s'appelle la boîte à chansons, c'est un petit théâtre. C'est un théâtre ambulant qui va de ville en ville à la rencontre du public. Oui, je reviens un petit peu en France de plus en plus. En tout cas, je reviens dans les studios. Parce que je prépare aussi une nouveauté. Et ce disque, ce coffret anniversaire, il est là aussi, et je dirais avant tout, pour marquer ce retour vers les studios. Alors ce coffret anniversaire, justement, on va en parler encore plus avec une autre date, le 6 décembre 2019. À tout de suite. 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, Les Clés d'une Vie, celle de mon invité Francis Lalanne. 6 décembre 2019, sortie de cet album anniversaire. 40 ans de carrière, de succès, de bonheur, 2 CD, 1 chanson, un poésie. Alors pourquoi cet album aujourd'hui, Francis Lalanne ? C'est un anniversaire, c'est un coffret anniversaire, 40 ans d'amour et d'amitié et de fraternité, de complicité avec un public, ça se fête. Et je pense que rien de tel qu'un album de famille. Et ce double album, c'est un album de famille. C'est comme on regarde les photos, on écoute les chansons. Mais il fallait les choisir, ces chansons. Oui, alors j'ai pas été l'auteur du choix, c'est toute une équipe à Universal qui m'a dit on aimerait ça, etc. Et moi j'étais un petit peu là pour valider, puis pour donner aussi quelques idées, mais ça a été vraiment un travail collectif, de compilation, de recherche, il y a surtout de numérisation et de masterisation, de renumérisation et de remasterisation exceptionnelle, parce que moi, ce travail n'avait pas été fait depuis 89, et donc moi j'ai redécouvert mes chansons, c'est les enregistrements originaux, mais renumérisés, remasterisés. Je crois que pour tous ceux qui me suivent depuis toujours, c'est quelque chose qu'ils attendent aussi que je fasse, que je ne m'étais pas du tout occupé de le faire, et là, c'est fait, et on a cette qualité du son qui est exceptionnelle aujourd'hui avec les techniques qu'on a aujourd'hui, et le caractère original, puisque ce sont les enregistrements originaux. Et une de ces chansons, elle date d'il y a 40 ans, ça s'appelle « J'ai 20 ans ». J'ai 20 ans et le monde à prendre, même si je peux pas tout voir. 20 ans et l'amour à comprendre. Est-ce qu'à 20 ans, vous pensiez que 40 ans plus tard, vous seriez là, Francis Lalanne ? Non. Non, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport à ce que m'a dit Mardel pendant cette émission. Pour moi, durer, c'était vraiment pas le sujet. C'était vivre intensément l'instant, au jour le jour. Et puis voilà. Et puis la première année, j'ai fait 385 concerts dans l'année. C'est-à-dire que 20 de plus que le jour dans l'année. J'avais des week-ends à 4 concerts, 5 concerts. C'était dingue. Des vendredis, samedis, dimanches, on venait me chercher Anthony pour m'emmener à Saint-Germain en ambulance ou en moto. Enfin bref. Et j'ai passé ma vie sur scène.
j'ai eu le Grand Prix des disquaires de France au bout de 3 mois, le Grand Prix Raoul Breton, etc., etc., le Grand Prix international de la chanson. Enfin, et j'étais demandé partout, ça n'arrêtait pas. Et donc ça a duré. Mais c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment quelque chose du moment, besoin de dire quelque chose, de m'exprimer. J'étais tout jeune à l'époque. Oui, et en plus, votre relation, vous l'avez bâtie avec l'humain plutôt qu'avec les médias, oui. Francis Lalanne. Oui, c'est vrai que les médias, pour moi, c'est venu très tard. De 79 à 86, j'ai dû faire 3 télés. Quand même. Oui, dont Michel Drucker qui m'a présenté. Il a dû avoir, je sais pas, mais j'étais tout le temps sur scène. Et puis en 86, il y a eu cette chanson On se retrouvera, qui a été la bande originale du film que j'avais produit, Le Passage, avec Alain Delon, qui a été numéro 1 de tous les charts pendant 5 ou 6 mois. Et du coup, finalement, les télévisions se sont plus intéressées à moi et j'ai un petit peu accepté cette règle du jeu, qui jusque-là finalement n'était pas à l'ordre du jour pour moi. Oui, puis ça vous empêchait pas d'avoir du succès, de ne pas passer à la télé. Ça m'a, d'une certaine manière et paradoxalement, ça m'a apporté un nouveau public en fait, mais qui n'était pas celui du début. Et je pense qu'ils se sont pas toujours très bien entendu ceux qui me suivaient depuis le début et ceux qui venaient à moi parce qu'ils m'avaient vu à la télé. Il y a eu des petits moments où moi-même j'étais un petit peu déstabilisé par ce virage, ce tournant. Mais après tout est rentré dans l'ordre, bien sûr. Alors donc sur cet album il y a les chansons et les poèmes et il y en a un qui s'appelle Insane. T'as froid quand il fait chaud, t'as chaud quand il fait froid. Et tu fais tout ce que tu peux partout, mais sans que rien n'y fasse. Tu dis le monde est beau, tu dis les gens sont dégueulasses. Tu cours d'un point à l'autre et puis tu reviens d'où tu viens. Et tu sais on se dit, tiens, un rappeur. Moi j'ai commencé à fréquenter les rappeurs et à moi-même m'exprimer avec un flow qui est de ce registre-là dès 1984. Moi j'ai tout de suite compris que l'avenir de la poésie française passait par le rap. C'est vrai que les rappeurs, ils ont ressuscité l'âme poétique qui disparaissait de la chanson française. Et vraiment, ils nous ont rappelé ce qu'est la technique du verbe, la recherche du son, de la rime intérieure, de la rime léonine, du rythme, l'importance du rythme dans la poésie. Et moi, très très rapidement, dès 84, j'allais slammer, je fréquentais les rappeurs, je m'intéressais, j'ai participé vraiment en m'impliquant dans cette naissance de ce qu'on a appelé le mouvement hip-hop en France, parce que pour moi, cette culture portait l'avenir poétique, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé aujourd'hui. On voit à quel point l'apport du rap dans la chanson est important. Après, l'inspiration, il y en a qui préfèrent rester sur le superficiel, d'autres qui préfèrent aller dans la profondeur. Mais en tout cas, au niveau de la technique, je pense que les rappeurs ont sauvé la poésie. Oui, et l'amour de la poésie, c'est venu comment chez vous, Francis Lalanne ? Par mon père. Mon père qui était un fou de poésie, qui a mis de la poésie dans mon biberon. Et par mon oncle qui était un grand poète sud-américain, José Ayoub Mansour, qui m'a fait aimer la poésie française, même étant uruguayen. Mais vous savez, il y a une grande tradition, Lautréamont, Supervielle, il y a des franco-sud-américains, jusqu'à Carlos Gardel, qui était toulousain. Exactement. Et je fais partie de cette génération. Alors, génération de cette école. Oui, de cette école, c'est-à-dire génération au sens de terme générique, quoi. Alors, vous êtes jamais, on vous attend, Francis Lalanne. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand vous êtes devenu Narcisse Lalanne dans Fort Boyard. Oui. Ça, c'est une aventure incroyable. Je voulais me moquer des gens qui se moquent de moi, que je trouve souvent il y en a quelques-uns, assez ridicules dans leur façon d'essayer de me caricaturer, de faire passer ma caricature pour ma vraie image. Et donc, j'ai fait la collection de toutes les caricatures que j'ai identifiées me concernant, et j'ai fait la caricature de mes caricatures, un peu comme Cyrano de Bergerac, dans la tirade d'aîné. Et vous avez fait Fort Boyard, on vous l'a proposé, ça c'est venu comment ? Oui, c'est Alexia Laroche-Joubert et toute l'équipe de Fort Boyard qui m'ont accueilli dans cette aventure merveilleuse. Et donc voilà, je suis devenu ce Narcisse Lalanne qui est donc à la fois totalement amoureux de lui-même, qui se chante des chansons d'amour à lui-même, et qui s'envoie des lettres d'amour à lui-même, et qui est un fan
le plus grand fan de qui? Eh bien, de Francis Lalanne, justement. Voilà. Alors, il faut savoir que Fort Boyard, au départ, personne n'en voulait de cette émission. Oui. La télévision française a dit à Jacques-Antoine, mais vous n'allez jamais faire ça là-bas, prenez les arènes d'Arles. Et il a répondu, écoutez, c'est Fort Boyard, ou alors j'irai faire ça au sommet de l'Himalaya. Ah oui. Donc il avait vraiment envie et il avait raison. Et puis il y a eu aussi Danse avec les stars. Et là, vous avez encore surpris tout le monde. Vous avez fini 5e, je crois, Francis Lalanne. En fait, j'ai fait, jusqu'à l'avant-dernière émission. Et en fait, j'ai commencé après ça une carrière de danseur à l'âge de 52 ans, puisque d'abord, j'ai fait pas mal de prestations dans des conférences de danse de salon. Et puis, j'ai été approché par une compagnie de danse-théâtre, une compagnie valaisanne, qui s'appelle Interface, qui est la compagnie d'André Pignat et de Géraldine Lonfa, et qui m'ont proposé de venir danser avec eux. J'ai fait le tour du monde en tant que danseur avec cette compagnie dans un spectacle qui s'appelait J'ai hâte d'aimer. Et voilà, c'est Francis Lalanne, c'est souvent comme ça, des virages à 180 degrés, quel que soit l'âge. Voilà. Et des balades, et une balade, mais au bon Dieu de chez nous, c'est une chanson. Avec le sang et l'arme coule, pendant que là où tu roucoules avec, je sais plus quel... Il y a beaucoup de chansons méconnues, de poèmes méconnus sur cet album. Oui, il y a des raretés, des choses que ceux qui me suivent depuis longtemps seront contents de découvrir ou de retrouver avec un son d'aujourd'hui. Et c'était important, oui, qu'il y ait ces deux versants, pas simplement les chansons de moi que tout le monde connaît, parce qu'elles sont passées beaucoup à la radio et même sans connaître de mon travail. On ne peut pas ignorer ces chansons-là parce qu'on les a entendues malgré soi à la radio, elles sont beaucoup passées, mais il y a aussi toutes ces chansons inconnues ou méconnues ou mal connues ou qui sont souvent les grandes oubliées parce que ne passant pas à la radio, on s'arrête un peu moins sur leur devenir. Et vous n'oubliez pas en revanche votre passé et vous l'évoquez dans une chanson sépia. Je me dis qu'autrefois ressemble à ces instants où la vie recommence, instant que je voudrais fixer pour qu'ainsi esquisser tout mon passé demain soit du présent qu'on garde. Encore un cappella, et ça c'est les souvenirs, je crois que de votre enfance, vous avez juste conservé vos jouets, je crois. Oui, mes jouets, et puis quelques photos sépia de ma famille. Moi je suis le fils d'un monsieur qui m'a eu assez tard. Mon papa est né en 1906, donc j'ai été élevé par un monsieur d'une autre génération, là, pour employer le mot dans son terme, dans sa valeur originelle. Et oui, et ces photos sépia de ma famille, de mon grand-père, de mes arrière-grands-parents, tout ça, c'est quelque chose qui reste pour moi un bagage. Et votre guitare, ça vous en séparez jamais? Non, ma guitare et ma casquette. Oui. Ma casquette avec laquelle j'ai fait le tour du monde. Je suis parti au Soudan, je suis parti au pôle Nord avec cette casquette, et qui m'est revenue d'une manière absolument extraordinaire après m'avoir été arraché par le vent de la tête lorsque je chantais à Soulac, donc le jour où Marie Laforêt nous a quittés. C'était le 2 novembre, samedi, je chantais à Soulac. Il y avait le vent sauvage de novembre, comme dit Émile Verhaeren, qui soufflait à plus de 142 km, enfin des pointes incroyables. Et donc là, ma casquette m'est arrachée par le vent. Et donc je fais mon concert, ma casquette est perdue, et le lendemain, donc 24 heures après que le vent ait soufflé pendant 24 heures sur ma casquette, au moment où je vais partir, elle me revient comme une espèce d'oiseau qui bat de l'aile devant mon visage, tombe à mes pieds, et ma casquette me revient. Donc je me suis dit, c'est quoi ce signe de la casquette? Parce que c'est absolument impossible ce qui s'est passé. Hein. Et je me suis dit que peut-être c'était ma casquette de chanteur qu'il fallait que je remette, non pas que j'ai abandonné la chanson, mais peut-être qu'il fallait que je retourne dans les studios. Voilà. Et d'ailleurs, une chanson de cet album, on l'a évoqué tout à l'heure, symbolise ce retour, c'est On se retrouvera. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Le classique des classiques. Avec la Maison du Bonheur. Voilà.
Avec La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit, avec Petite Véro, avec Toi mon vieux copain, avec Fais-moi l'amour pas la guerre, Reste avec moi aussi, qui est une chanson qui est beaucoup passée en 92 et dont les gens se souviennent, oui. Alors là, ça fait 40 ans et maintenant les 40 prochaines années, Francis Lalanne. Ah, il paraît que la vie commence à 60 ans, donc oui. Je préfère me dire que j'ai... Tino Rossi l'a chanté. Oui, la vie commence à 60 ans, oui. Et c'est un petit peu ce que je ressens, j'ai l'impression que ma vie commence, et que pour moi la vie va commencer, comme le chante Johnny Hallyday. Et avec toujours de nouvelles envies à l'instinct. Oui, à l'instinct et à l'instant, comme dans Chanson pour l'instant. Eh bien, écoutez, tout ce que je vous souhaite, c'est que cet album touche un nouveau public en plus de l'ancien, que cet album soit suivi de beaucoup d'autres, et cette tournée en Belgique, la boîte à chansons, peut-être qu'un jour on l'aura en France. J'aimerais beaucoup. Vous avez un rêve pour l'avenir, Francis Lalanne ? Qui est moins de souffrance et de... Pardon de dire ça comme ça, mais moins de souffrance dans le monde. Vous savez, un jour, j'étais dans une réunion avec Aragon, de jeunes étudiants à la Sorbonne, et tout le monde discutait, à l'époque, il était très malade, hein, il était sur sa chaise, etc. Et tout le monde discutait de ce poème, Il n'y a pas d'amour heureux. Et donc tout le monde donnait son avis, etc. Et moi je me taisais. Et Aragon se retourne vers moi et il me dit à un moment donné, vous jeune homme, vous ne dites rien. Je dis, écoutez, je ne sais pas si c'est très intéressant ce que j'ai dit. Oui, ça m'intéresse. Vous, que pensez-vous que j'ai voulu dire dans ce texte? Et là, je lui dis, je pense que ce que vous avez voulu dire, c'est qu'il est très difficile pour un artiste, c'est-à-dire un être sensible à la douleur du monde, d'être heureux dans un monde où tant de gens sont malheureux. Et il m'a dit, eh bien voilà, si j'avais voulu dire quelque chose dans ce poème, jeune homme, eh bien c'est exactement ce que j'aurais voulu dire. Et en tout cas, Francis Lalanne, tout ce que je souhaite, c'est d'être heureux, de revenir bientôt dans les clés d'une vie où nous parlons vrai comme vous, et vous serez toujours le bienvenu. Merci à vous. Dans quelques instants, Brigitte Lahaie, et nous, on rendez-vous demain, bien sûr, pour d'autres clés d'une vie. Journée.